Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, pourquoi la montagne inspire tant? Avec nous, un philosophe au sommet. Après une philosophie de la longévité, Pascal Bruckner publie un petit traité d'élévation intitulé « Dans l'amitié d'une montagne » chez Grasset. Devenu montagnard sur le tard, l'essayiste n'est pas, dit-il, un alpiniste qui écrit, ni même un écrivain qui alpinise, expression qu'il emprunte à Paul Lyonnais, mais plutôt un marcheur qui musarde sur les sommets. Alors sait-on encore s'émerveiller du spectacle de la montagne? Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour Olivia Gisbert. C'est une invitation à s'émerveiller, en tout cas ce livre. On est pour mourir, on monte pour redescendre. Ça peut paraître un peu absurde tout ça. Et pourtant c'est ce que vous faites. Est-ce que vous êtes, vous, un Sisyphe heureux et volontaire et consentant? Oui, consentant, c'est sûr, puisque je le fais de mon plein gré. Oui, on est heureux quand on se propose des défis à sa mesure. C'est-à-dire que très souvent, la montagne, surtout quand on est jeune, alors évidemment, à mon âge, la question ne se pose plus, mais quand on est jeune, on s'imagine pouvoir grimper tous les sommets et n'avoir aucune limite à ses capacités. Et ensuite, on tempère ce genre d'enthousiasme et on se rend compte qu'effectivement, tout n'est pas permis, mais ce qui reste autorisé est quand même très important et procure des joies authentiques. Donc effectivement, chaque été, je me fixe un certain nombre de sommets avec mon guide ou avec des amis et on essaye de les grimper pendant la belle saison. Alors cette question de l'âge, elle vous travaille, hein, Pascal Bruckner, aussi dans ces pages, et vous vous mettez au défi aussi de résister, d'échapper, comme vous l'écrivez, à la fatalité du temps. Vous rappelez, vous évoquez le test du cocotier. C'est un peu ce que vous faites chaque année en remontant. Monter et y aller, grimper jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. Qu'est-ce que c'est ce test du cocotier? Alors, test du cocotier, c'est l'expression d'un ami suisse qui s'appelle Serge Michel, qui, je crois, a été ancien rédacteur en chef du Monde. Et nous montions le mont Tabor, qui est dans la région des Écrins, donc dans les Hautes-Alpes. Et ça a été très long parce qu'on est parti tard, qu'il faisait extrêmement chaud et que la canicule ne s'est vraiment évaporée après 2500 mètres. Il y avait des névés. Et en arrivant en haut, il m'a dit en souriant, tu as passé le test du cocotier. Et il me dit, dans certaines tribus, à partir d'un certain âge, on soumet les hommes et les femmes au test du cocotier. S'ils grimpent, eh bien, ils ont le droit de revenir dans la tribu, sinon ils sont chassés et ils vont mourir dans la jungle. Et donc, j'ai trouvé ça très drôle et sympathique. C'est pire, ils doivent grimper en haut du cocotier, on secoue le cocotier, on voit s'il résiste et s'il ne tombe pas. S'il ne tombe comme pas, un fruit trop mûr. Oui. Ouais. Alors, c'est peut-être même beaucoup plus dur que de grimper une montagne. Mais chaque été, je me dis, ça y est, j'ai fait mon cocotier. Et donc, je trouve que c'est une manière plaisante de mesurer sa souplesse, sa capacité, surtout sa capacité respiratoire, son endurance, mais parce que c'est c'est la chose fondamentale en montagne, c'est l'endurance, c'est donc la possibilité de pouvoir grimper longtemps, plusieurs heures, sans être essoufflé et sans rendre l'âme. Donc j'aime bien cet objectif. La vie commence par une première respiration, elle se termine sur un dernier souffle, grimper. C'est un peu un retour aux sources de la vie. Le souffle, vous l'avez déjà évoqué, Pascal Bruckner, on y revient avec le philosophe Michel Malherbe. Il est l'auteur d'un pas de philosophe en montagne. Pourquoi ce souffle si beau et si essentiel? Le souffle, c'est la vie elle-même. Et quand on pratique la montagne, on fait une expérience plus vive, si je puis m'exprimer ainsi, de la vie, parce que il faut trouver son souffle, il faut réussir à accorder son souffle au pas que l'on fait. Et le pas que l'on fait, il faut l'accorder avec ce qui est autour, avec le chemin, avec la pente de neige, avec la paroi qu'il faut escalader. Et par conséquent, cette expérience de vie, effectivement, a quelque chose d'élémentaire, de fondamental. On ne peut pas ignorer cette nécessité du souffle, quoique le plus souvent on n'y prête pas d'attention. Au-dessus de 1000 mètres, vous dites, vous, Pascal Bruckner, respirez mieux. Où allez-vous chercher ce souffle? Alors, respirer mieux, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de légèreté de l'être, ou de l'air, ou d'alacrité, qui fait qu'on a le sentiment d'avoir échappé au miasme de la plaine. Parce que dès qu'on est en montagne, effectivement, on
l'oppose à la plaine, et la plaine, c'est finalement la prose de la vie. Et en montagne, il y a pour moi en tout cas d'emblée une certaine poésie. Et c'est là que c'est ça le premier souffle. On inspire goulûment l'oxygène des hauteurs. Mais Michel Malherbe a raison. Une des erreurs que l'on fait spontanément quand on commence à grimper, et que j'avais fait quand j'avais commencé l'escalade à 14 ans, c'est qu'on grimpe à toute vitesse. Et ça, tous les jeunes le font. Quand vous montez sur un sentier pour aller à un refuge, vous êtes doublé par des cohortes de gamins qui vous bousculent et qui évidemment estiment que vous êtes un vieux schnock, et puis vous les retrouvez 1 kilomètre plus loin complètement essoufflés, parce que justement ils n'ont pas su prendre la bonne cadence, ils n'ont pas su trouver le souffle nécessaire et la bonne inspiration pour prolonger leur élan. Donc voilà, c'est le b.a.-ba du grimpeur, mais c'est quand même très important. Alors pourquoi grimper alors qu'on dévale déjà l'autre versant de sa vie, pour reprendre cette belle expression qui est de vous, Pascal Bruckner? Grimper reste pour moi la manière la plus simple d'échapper à la fatalité du temps. C'est un rituel de lustration. Quand je me suis hissée péniblement sur une plateforme, quand j'ai gravi un escarpement et que j'arrive rincée sur une crête balayée par le vent, ce n'est pas le sommet que j'ai vaincu, c'est ma propre inertie, la plus belle victoire que l'on puisse se souhaiter, et la victoire sur soi-même. C'est des mots qui reviennent souvent dans ce texte, le vôtre, Pascal Bruckner, ces termes de victoire, de combat, d'adversité. La montagne, il faut l'appréhender comme une ennemie, avec cette idée d'un affrontement, d'une confrontation. Oui, beaucoup d'alpinistes font ça. C'est-à-dire qu'ils voient les grands sommets comme des défis qui leur sont adressés directement. C'est la fameuse réponse de Mallory quand on lui demandait pourquoi voulez-vous gravir l'Everest, parce qu'il est là. Mais ça, évidemment, ça concerne la petite élite des très très grands grimpeurs. Je pense que si l'on veut affronter la montagne comme un ennemi, on risque de se tromper, parce que d'abord la montagne est complètement indifférente à nos entreprises. Elle ne nous aime ni ne nous déteste, elle est là tout simplement. Mais et plutôt que de vouloir, par exemple, humilier des adversaires ou humilier des concurrents, parce qu'on y reviendra peut-être, mais le milieu de la montagne est un milieu extrêmement machiste. C'est soi-même finalement son propre adversaire, c'est-à-dire on doute de ses capacités, parce qu'on arrive de la ville, parce qu'on ne sait pas exactement si on sera au niveau. Et puis quand on arrive au sommet, on se dit mais c'est merveilleux, et on jouit d'une espèce de quart d'heure warolien. On a l'impression d'être le roi du monde, le roi du pétrole, et puis on plie bagage, on redescend tout doucement. La descente est souvent beaucoup plus dangereuse que la montée. C'est là que se produisent très souvent les accidents, et on se dit ben voilà, je suis encore capable d'éprouver cette forme de volupté qui pour moi est à nul autre pareil, qui vraiment c'est un immense plaisir que de pouvoir encore grimper là où mon œil s'est d'abord posé. Alors pour vous, qui êtes l'auteur d'une philosophie de la longévité, on peut se dire que c'est une brève expérience en fait de l'éternité quand même, cette idée de monter, de grimper. Oui, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas vaincu la mort, mais on a l'impression d'avoir rajeuni le temps. C'est-à-dire que celui qui descend n'est pas le même que celui qui est monté. Et en général, quand on dort dans les refuges, bon, on est nerveux, on dort mal, les conditions sanitaires ne sont pas extraordinaires, les refuges c'est des casernes en altitude, et donc le matin on est fébrile, et puis petit à petit le fait d'attaquer la pente, de grimper les rochers fait qu'on touche le réel des doigts, et on mesure véritablement sa force ou sa faiblesse. Et puis une fois arrivé au sommet, alors il arrive aussi qu'on renonce par moment, mais une fois arrivé au sommet, on se dit ben je l'ai fait, finalement c'était pas si difficile. J'ai eu tort de m'inquiéter, mais je sais très bien que à la prochaine ascension, les mêmes choses recommencent, parce que la peur et le stress sont indispensables. Et je ne connais pas d'alpinistes amateurs comme moi, ou de grimpeurs amateurs qui n'aient pas une certaine peur d'une mauvaise surprise, d'un orage,
d'un accident et sans la peur, c'est-à-dire sans la prise en considération des obstacles qui sont là devant vous, je ne pense pas qu'on puisse grimper, sauf évidemment quand on a 15 ou 16 ans ou 14 ans. Et moi, j'ai vu des gamins, notamment à Vars, qui grimpaient main nue avec des appareils photo, des sandalettes, et qui nous regardaient avec tout le dédain de la jeunesse, et ils avaient raison. Mais sinon, ça n'est pas possible. Ça se prépare, une ascension se prépare, ça se prépare presque amoureusement. On regarde les photos, on étudie. Il y a des sites de randonnée, on lit les expériences des grimpeurs précédents, on se souvient de leurs avertissements en disant attention, tel passage est délicat, il y a du vide, là il y a du gaz, il faut pas glisser. Et voilà, et donc tout ça se prépare. Au fond, c'est un peu comme ouvrir un livre dont l'issue est très incertaine. Et puis on arrive et ensuite on raconte sa propre expérience à ceux qui vont la faire, à ceux qui veulent la faire, et ainsi de suite. C'est les légendes dans les refuges, dans les chalets. On vous imagine là, un peu à l'instar du camarade Brice Couturier en haut de votre montagne en train de crier « OK Millennials » pour rejouer ce conflit des générations. Oui, enfin... tel que vous le racontez. Oui, mais il y a... Bien sûr, mais ce qui est plus frappant... Alors évidemment, la jeunesse, c'est normal, elle a la force et l'énergie, et je me souviens avoir été épaté là, cet été de voir un homme d'une trentaine d'années qui était arrivé de 10 km plus bas et a été monté dans la nuit, était redescendu et s'apprêtait à repartir en courant, alors que nous, on s'était péniblement ici jusqu'au refuge. Mais plus étonnant que les millennials, c'est les gens de mon âge ou les gens plus âgés qui finalement continuent à grimper sans aucune inquiétude. Et j'ai même vu un homme de 80 ans au mois de juin qui avait fait le dôme de Miage, qui expliquait qu'il avait eu quelques difficultés, mais enfin qu'il y était quand même arrivé. Et puis vous savez, ce que je dis dans le livre, le grimpeur le plus vieux du monde, c'est un Suisse qui a 98 ans, ancien cheminot à la retraite et qui continue tous les jours à faire son mur en salle. Alors ses gestes sont plus lents, mais sa technique est parfaitement rodée. Et donc là, quand je vois ça, je me dis, il y a de la marge, il y a de l'espoir, tout n'est pas perdu. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, la grimpe en montagne touche les hommes comme les femmes. C'est-à-dire qu'auparavant, c'est un milieu exclusivement masculin. Maintenant, les femmes sont pratiquement à égalité. Elles sont aussi performantes et parfois stupéfiantes d'audace. Donc tout ça est très rassurant. Alors vous parlez de la grimpe, vous parlez aussi de la rando, vous parlez évidemment du ski et du plaisir qu'il peut y avoir à dévaler les pentes. Mais si on revient à cette idée de grimper, Pascal Bruckner, est-ce que plus on monte, plus les pensées sont nombreuses? Autrement dit, est-ce que vous philosophez en grimpant? Alors pas moi, pas du tout. Moi, en grimpant, je sue, je transpire. J'ai les jambes qui flageolent parfois quand on est sur un passage délicat ou sur une crête où la chute serait très délicate. Mais non, j'ai pas le temps de philosopher, tout simplement parce que l'effort physique accapare tout mon cerveau. Et donc j'ai besoin de toutes mes forces rassemblées. En revanche, quand je descends, alors est-ce que c'est l'euphorie de la redescente? Là, je suis beaucoup plus léger, je parle, parce qu'on est souvent assez nombreux dans les cordées, je parle avec mes compagnons, on rigole, on plaisante, et là, il peut y avoir de temps en temps une brève idée qui me traverse, mais je dissocie complètement l'ascension de la réflexion. Tout simplement parce que elle absorbe toute mon énergie et que je dois me concentrer. Et pour réfléchir, il faut avoir le corps assez libre, assez léger par ailleurs. Et pourtant, c'est un petit traité d'élévation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après coup, quand même, la montagne vous inspire. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Ah oui, après coup, la montagne m'inspire. D'abord, elle m'inspire l'envie d'y retourner. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des plaisirs qui s'épuisent en se satisfaisant. Je sais pas, par exemple, faire une croisière ou traverser un pays, vous l'avez fait, vous êtes content, mais vous ne reviendrez pas. Je trouve que la force d'attraction de la montagne, c'est justement l'éternel retour. C'est cette idée qu'au fond, on ne l'épuise jamais, qu'elle est plus grande que vous, plus forte, et que même si on avait fait les plus grands sommets du monde, comme certains
alpinistes, il faudrait les recommencer. Et c'est plutôt l'idée d'un éternel recommencement que m'inspire la montagne, et l'idée qu'au fond, on est là, face à une sorte d'Atlantide merveilleuse, en hauteur, et qui dépassera toujours de beaucoup nos capacités de la connaître, de l'appréhender, parce qu'au fond, ce qui est extraordinaire en montagne, quand vous partez tôt le matin, vers 5-6 heures, et que vous revenez le soir, 12 heures après, c'est que la montagne n'est jamais semblable à elle-même. Elle diffère selon les heures du jour, selon les angles de la lumière, selon le soleil. Et ça, c'est... Alors sans doute qu'un amoureux de la mer dirait la même chose, et il aurait raison. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, le retour dans les mêmes paysages... Alors d'abord, pour moi, c'est un retour dans les paysages de l'enfance, puisque j'ai vécu à la montagne en Suisse et en Autriche toute mon enfance, mais c'est surtout la source d'un émerveillement continu. Et voilà, je retourne à la montagne parce qu'elle m'émerveille été comme hiver. Et savoir que cette année, les premières neiges sont tombées à la fin novembre, qu'elles étaient abondantes, ça a été une source de bonheur sans fin. C'est votre père ou vos parents qui vous avaient envoyé un tout petit déjà à la montagne. Il y a ce retour aux sources dans ce parcours que vous faites aujourd'hui, le sentiment de retrouver. Et c'est pas simplement l'émerveillement des cimes, des sommets, mais aussi celui de la neige. C'est quand même, ce sont des paysages tels que vous les décrivez, des paysages d'enfance. C'est votre géographie intime aussi avec la montagne. Oui, voilà, parce que j'avais un début de tuberculose à l'âge de 1 an, donc on m'a mis en Autriche dans un Kinderheim. Effectivement, j'ai l'impression d'être né dans la neige et d'être né à la vie dans la chute des flocons. Et je me souviens dans ce maison d'enfant, donc où je ne parlais qu'allemand, puisque j'ai parlé allemand. Plutôt, j'ai une sorte de dialecte bavarois du Vorarlberg avant le français, et je me souviens des longues stations debout face à la fenêtre et la neige qui tombait en rafale, parce qu'à l'époque, les hivers, alors l'Autriche c'est un peu le centre de l'Europe, un climat continental, les hivers étaient extrêmement rigoureux, il tombait plusieurs mètres de neige et on avait de longues semaines à -20, -25, qui poussaient les animaux, les chamois, les cerfs, les chevreuils, parce que l'Autriche avait une législation de protection des animaux beaucoup plus stricte que la France, à descendre dans les villages pour recevoir du foin ou des fourrages. Et ça, c'est donc ma scène primitive. Pour parler comme Sigmund Freud, c'est vraiment ça ma scène primitive, c'est le ciel qui tombe sur la terre et qui nous ensevelit tous, mais dans un sentiment d'euphorie absolue. À travers le portrait que vous faites de votre père, Pascal Bruckner, vous racontez autre chose aussi, ce que la montagne, l'ascension, ce conflit, ou comment vous le disiez si bien tout à l'heure, cette victoire qu'on cherche à obtenir contre soi-même, pouvait parfois rattacher à l'époque à des rêves de pureté, à des rêves de supériorité. Ça a été celui des grandes idéologies, le nazisme, le fascisme, le communisme, qui ont toujours exalté la montagne comme une espèce d'école de la vie, une école de la virilité, une école aussi du patriotisme, et c'était l'intention de votre père quand tout petit, il vous avait envoyé là-bas. Oui, bien sûr. Alors son parcours, enfin, je l'ai déjà dit dans un autre livre, mais il était plutôt favorable au Troisième Reich, et donc ayant travaillé comme travailleur volontaire chez Siemens à Berlin et puis à Vienne, en mars 1945, l'armée rouge était aux portes de Vienne, et là il est allé avec sa maîtresse, il s'est réfugié dans le Vorarlberg, qui est donc une région d'Autriche qui jouxte le Tyrol et qui était sous administration française, parce que les Autrichiens qui se présentaient comme victimes du nazisme préféraient être occupés par les Français, avec qui les liait une longue tradition d'amitié, plutôt que par les Américains ou les Anglais. Et donc mon père a séjourné, je pense, dans ce village où il m'a envoyé 7 ou 8 ans plus tard. Et j'ai compris ça très, très tardivement, qu'en réalité il avait voulu faire une boucle et me transformer en petit arien, puisque nous avons un nom allemand et que j'étais blond enfant. Mais alors, évidemment, il n'a pas eu de chance, puisque tout le monde pense que je suis juif. Donc aujourd'hui, ça a été pour lui la grande déconvenue de son existence, quand j'ai ensuite
grandi, et donc je me suis retrouvé dans ce village où il y avait peu d'hommes, parce que la plupart des hommes étaient soit prisonniers sur le front de l'Est, soit ils étaient morts à la guerre, et donc étaient tenus essentiellement par des femmes ou par des hommes très âgés qui n'avaient pas pu partir au front. Mais sur le moment, je n'ai absolument rien compris ni su de cette situation. Et ensuite, j'étais en Suisse dans un préventorium et là, j'ai oublié l'allemand parce qu'on m'obligeait à parler le français. Et dès que je parlais en allemand, je recevais une taloche, selon le vieux mot qu'on utilisait après la guerre. Et j'ai appris beaucoup plus tard, en 2014, que la plupart de mes camarades au sanatorium étaient des enfants juifs réfugiés. Cachés sous des faux noms, parce que la haine des Allemands était encore très forte à la fin des années 50 en Suisse française. Et vous faites, Pascal Bruckner, d'ailleurs, un portrait très élogieux de la Suisse, de la Confédération helvétique, que vous avez d'ailleurs renommée en Confédération hypnotique, avec quelques très belles lignes, très belles pages sur ce que ce pays représente aujourd'hui encore pour vous. Si je peux vous citer, il exprime avec des mots datés, Alphonse Daudet, ce que je ressens quand je me rends là-bas, le sentiment d'arriver dans les coulisses du monde, dans la splendeur de l'artifice, ou plutôt un mélange de factice et de fabuleux. Savoir qu'il existe au moins un pays qui est un simulacre, un échafaudage d'apparence me rassure. Et quand j'apprends que sous les cols de la Confédération se tient tout un réseau de galeries secrètes, de bunkers fortifiés où les citoyens viendraient se réfugier en cas de guerre atomique, je vois mon intuition confirmée. La Suisse est un roman souterrain. Si elle reste pour moi un rêve éveillé, c'est que j'y redescends dans le pays de mon enfance, tout aussi chimérique et perdu. Plus loin, vous dites, la Suisse est ma fiction indispensable pour sortir de l'histoire. Oui, parce que la vision de la Suisse en France est partagée entre deux camps. Il y a Rousseau, Benjamin Constant ou Voltaire qui se sont réfugiés en Suisse ou à la frontière suisse pour y trouver une liberté fondamentale. Et puis, de l'autre côté, vous avez André Gide qui a détesté la Suisse, pour lui c'est une morale de conifère, c'est un pays triste où il n'y a pas de jouissance des corps, où donc tout le monde doit rester habillé en permanence parce que le climat y est froid. Et alors, entre ces deux extrêmes, j'ai trouvé ce texte étonnant d'Alphonse Daudet, Tartarin dans les Alpes, que je n'avais jamais lu, et qui est en réalité Tartarin, qui est donc un vantard, un bonimenteur, part en Suisse et il est persuadé que la Suisse n'existe pas. Il en fait un territoire imaginaire. Voilà, et que toutes les grandes montagnes sont des figurations en carton-pâte. Et alors, il y a notamment cette scène extraordinaire où on lui explique que si vous tombez dans une crevasse, vous serez accueilli par un maître d'hôtel qui vous brossera la neige sur votre habit et qui vous dira « Monsieur, la sortie est par là ». Donc, la Suisse serait un parc d'attractions pour touristes anglais, britanniques ou américains qui viendraient s'amuser comme on s'amuse dans un casino. Et alors, évidemment, c'est une fiction, mais pour moi, il y a quelque chose d'assez vrai. Quand je vais en Suisse, j'ai l'impression de sortir de l'Europe, de sortir de la France, et qu'au fond, tous les signes sont marqués d'une sorte d'esprit de simulacre. J'ai l'impression que les gens qui s'adressent à moi n'existent pas vraiment, que les décors sont faux, et donc qu'il y a une jouissance à ne pas être dans la réalité dure de mon propre pays et de l'histoire telle qu'elle se déroule. Il publie dans l'amitié d'une montagne un petit traité d'élévation chez Grasset. Pascal Bruckner est notre invité jusqu'à 13h30. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Mais pourquoi la montagne les inspire tant ? Parce que vous n'êtes pas le seul, Pascal Bruckner, philosophe, on évoquait tout à l'heure Michel Malherbe, physicien, géographe, romancier ou encore médecin, Étienne Klein, Sylvain Tesson, ou plus récemment, toujours Jean-Christophe Rufin. Chacun se livre à un éloge des sommets. Dans son dernier roman, Rufin, l'auteur des Flammes de pierre, compare même le vertige des cimes à celui de l'amour. Vous diriez que c'est une philosophie du désir aussi, grimper, affronter la montagne ? Oui, je pense qu'effectivement, la comparaison est belle. C'est vrai que le vertige que l'on peut éprouver en grimpant peut se comparer à celui de l'être aimé.
Sauf que effectivement, on peut même grimper toute sa vie la même montagne et être toujours aussi étonné ou époustouflé par la beauté de la chose. Sauf qu'il y a une différence fondamentale, malgré tout, c'est que la montagne, si elle est un autre minéral, n'est pas un être libre au sens d'une femme ou d'un homme qu'on aime. Donc il y a là quand même, me semble-t-il, une différence. Mais l'analogie littéraire est tout à fait exacte. Et puis c'est une leçon d'audace que de grimper. C'est une élévation. Vous êtes allé sur les pas de Nietzsche à Sils Maria, une étape qui était presque obligée pour vous. C'est là qu'il aurait eu l'idée de son Zarathustra. Il écrivit, Nietzsche, la philosophie, telle que je l'ai comprise et vécue jusqu'à présent, consiste à vivre contrairement dans les glaces et les sommets. C'est le lieu de naissance d'une grande pensée pour lui. Et pourtant, vous remettez en cause aussi ce Nietzsche-là. Alors, je le remets en cause parce que j'ai visité 2 fois le musée Nietzsche. Ça vous a guéri du Nietzsche? À Sils Maria. Et c'est une très jolie maison. D'ailleurs, ça a été repeint depuis l'année dernière. Ça a été repeint. On a l'impression d'être un modèle de maison et jardin. Vous savez, ces petites couleurs pimpantes que l'on voit dans les revues de décoration. Mais l'intérieur est étrange parce que la maison du philosophe est très... la chambre du philosophe est très austère. Et puis sur les photos, Nietzsche a l'air égaré, fatigué. Et dans les livres qu'on peut consulter dans un hôtel voisin qui s'appelle l'hôtel Waldhaus, qui est un grand palace, on apprend que Théodore Adorno raconte que lorsque Nietzsche venait à la fin de sa vie dans le village, les gamins jetaient des cailloux dans son parapluie et dès qu'il ouvrait, les cailloux lui tombaient sur la tête. Et alors, j'ai une sorte de malaise quand je lis l'éloge des aigles ou l'éloge de l'altitude par Nietzsche, parce que je trouve qu'il y a là effectivement la tentation dont vous parliez tout à l'heure, de croire que la montagne du haut de ces cimes rend l'humanité misérable et donc peut inspirer toute une philosophie de la brute blonde, de l'homme supérieur, du surhomme qui regarde le troupeau avec dédain. Et en réalité, quand on va visiter le rocher de Nietzsche où il méditait autour du lac de Silvaplana, on s'aperçoit qu'en fait c'est un tout petit rocher au bord de l'eau qui n'est pas spectaculaire. Et c'est Gaston Bachelard disait une chose très vraie, c'est que Nietzsche n'est pas l'homme des cimes, c'est l'homme des hauts plateaux. Et l'homme des cimes serait peut-être plutôt Kant, si on cherchait un philosophe. Et c'est l'homme des hauts plateaux qui redescend une fois son message reçu de la hauteur, qui redescend vers les plaines. Et en réalité, toute cette région de l'Engadine, c'est une région de hauts plateaux à 2000 mètres. Mais Nietzsche n'est pas celui qui escaladait les sommets. Il se contentait de se promener. Et donc, alors évidemment, c'est un immense philosophe, je ne dirais pas le contraire. Mais je ne suis pas nietzschéen parce que je ne pense pas que le fait de contempler les hauteurs fait de chacun de nous un aigle et qui considère avec mépris la piétaille humaine. Et que nous dit le camarade Étienne Klein de Nietzsche, de la montagne? On l'écoute. Nietzsche, c'est une philosophie qui relève d'un psychisme ascensionnel. C'est-à-dire que ça consiste finalement à avoir le sens de la montée. Et quand vous êtes en bas d'une montagne, par exemple quand vous êtes à Chamonix dans une rue, moi je peux pas m'empêcher de regarder les sommets. C'est comme si elles avaient un pouvoir magnétique qui attire notre regard, qui agit comme une sorte d'antigravité, puisqu'on s'élève au lieu de descendre. Et cet appel-là, cette envie d'aller y voir, de s'élever finalement, me semble une assez bonne métaphore de la psychologie qu'on doit avoir dans la vie, notamment dans cette période un peu difficile où on a du mal à se tirer vers le haut. Et je pense que les montagnes, par leur seule existence topologique, sont une invitation à relever la tête. Et à ce titre, elles sont une métaphore de l'existence. Est-ce que c'est ça que vous appelez, vous, Pascal Bruckner, la dynamique des cimes? Oui, là, Étienne Klein a tout à fait raison. C'est-à-dire que la montagne nous invite à nous hisser au-dessus de nous-mêmes. Alors, on peut la regarder d'en bas en disant à quoi bon monter puisque je vais de toute façon être obligé de redescendre. Mais c'est en fait, quand on aime la montagne, on a des fourmis dans les jambes au pied des géants.
Et on se dit, il faut absolument que j'y aille. Et cette envie de grimper, cette envie d'aller toujours plus haut, c'est cela qui nous pousse, été comme hiver, à ne pas rester dans les plaines, à ne pas rester dans les villes. Alors il est vrai que dans les périodes comme celle d'aujourd'hui, on est plus que jamais attiré vers ce qui nous arrachera à notre inertie, à notre passivité et finalement au malheur ordinaire. Donc on a l'impression que les souffrances que l'on endure en montagne peuvent être aussi des malheurs, mais des malheurs extraordinaires. C'est des malheurs qui ont un sens, alors que là, ce que nous vivons en ce moment, c'est juste la loi commune qui nous afflige tous et qui n'a rien de très exaltant. Alors c'est une philosophie du désir, hein. Vous l'écrivez, en altitude comme en amour, l'essentiel est de toujours repousser la date de péremption. À tout âge, il faut désirer au-delà du possible. La vraie misère est dans l'extinction des convoitises. C'est une philosophie des désirs, c'est une leçon d'audace, et il y a aussi dans tout ça une dimension spirituelle, une spiritualité des hauteurs. Et vous citez Robert Macfarlane, l'ascension est une activité quasi religieuse. Il n'est de montagne que de l'esprit, ou encore la montagne est une autre région de l'être, la forme minérale de la transcendance. Le problème, c'est que plus la montée est belle, plus la descente et la chute avec est rude. Et cette peur du retour à la normale, beaucoup de champions l'ont vécu. Vous racontez Louis Lachenal qui est revenu complètement meurtri de son ascension. Pour les chevaliers de l'abîme, il n'y a pas d'accoutumance possible au quotidien. Comment fait-on alors ? Alors comment fait-on ? On le sait, eux sont morts. Ils sont morts dans des accidents. Est-ce que c'est des accidents provoqués ou est-ce que c'est vraiment des accidents involontaires ? On ne saura jamais. Mais c'est-à-dire que là, on parle d'une aristocratie de l'ascension, d'une élite à une époque où très peu de gens étaient parvenus au sommet de l'Annapurna, au sommet de l'Everest et avaient ces capacités époustouflantes. Voilà, c'est comme l'histoire aussi de Georges Mallory qui a été racontée dans le manga Le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi, adapté récemment au cinéma en film d'animation par Pierre Humbert, toujours en salle, ce Sommet des Dieux, dans quelques salles pour ceux qui peuvent aller le voir, et qui est mort aussi de son obsession de l'Everest. Voilà, pour certains grands esprits ou grands corps, les montagnes les plus hautes sont des défis, c'est des invitations à se perdre en elles, et peut-être y a-t-il une sorte d'inclination pour la mort aussi chez certains de ces très grands grimpeurs, mais évidemment ça n'est pas celle que l'on a quand on est un amateur. Mais l'amateur que je suis et les grimpeurs qu'ils ont été, nous partageons tous ensemble la ferveur. Je pense que c'est à ça qu'on reconnaît les amoureux de la montagne. C'est que, comme le disait Étienne Klein tout à l'heure, on lève la tête et on se dit c'est tellement beau. Il faut quand même que je participe d'une manière ou d'une autre, à la mesure de mes moyens, à ce festin. Et c'est cela, c'est ça que j'appelle désirer au-dessus de soi-même. Parce qu'effectivement, si on ne désirait que ce que l'on peut accomplir, finalement, on resterait limité à un champ assez étroit. Il faut vouloir ce que l'on peut, mais on se rend compte en montant aussi et en s'exerçant que l'on peut juste un peu plus que ce que l'on croyait pouvoir. Et c'est là, je dirais, ici il y a un miracle dans l'ascension, dans la randonnée, c'est de se rendre compte que finalement chaque corps dispose en lui de plus de force qu'il ne croyait. Et le premier qu'il a véritablement mis en lumière, c'est Spinoza. C'est Spinoza qui l'a très bien expliqué. Et par exemple, vous faites une ascension et vous dites « j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est trop dur ». Les autres vous encouragent en disant « si tu veux, tu abandonnes, on te retrouve en bas, repars ». Et là, fouetté par l'orgueil, la vanité ou l'humiliation possible, vous dites « je continue ». Et vous trouvez en vous les ressources qui vous obligent à rester sur la paroi et aller jusqu'au bout. Et donc, pour moi, ça, c'est tout ce que j'aime dans la vie. C'est quand l'adversité m'oblige à me dépasser, à ne pas rester englué en moi-même. Voilà, une ascension réussie, c'est une montée qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. C'est faire passer son idée de l'impossible dans le domaine du possible. Et c'est aussi ce que dit un autre alpiniste, star, Tommy Caldwell. Lucas Bretonnier, le programmateur de cette émission, vous recommande chaudement le documentaire qui le raconte, The Dawn Wall. Merci mille fois à vous, Pascal Bruckner. Merci Olivia, merci beaucoup à vous. Qui est aussi une invitation à renouer, à retrouver une poétique de la montagne. Oui,
Et la beauté des monts, surtout, Oui. parce que c'est une beauté stupéfiante. Dans l'amitié d'une montagne, petit traité d'élévation, apparu chez Grasset. Un grand merci à toute l'équipe qui a préparé et programmé cette émission. Lucas Bretonnier avec Laura Dutège-Pérez pour la grande table des idées, Henri Leblanc, Oriane Delacroix et Marie Fabrulé pour la grande table culture à la réalisation. Aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard avec Jordan Fuentes.